C'est l'histoire de Gabriel, qui est un personnage père de famille, pas très présent et pas très stable, qui après avoir foutu le camp de sa famille pendant quelques années, réapparaît, embarque les deux aînés et les emmène en Afrique pour reprendre un domaine qui était le domaine de sa famille. Et il ambitionne de le reprendre et de recréer une forme de dynastie de ce domaine en Afrique, créé par d'anciens colons, pour redonner du lustre à cette famille-là. Et c'est l'histoire des relations qui se nouent à l'intérieur de cette famille, entre les enfants et le père, et entre les deux aînés partis, leur petit frère resté en France et la maman. Donc c'est vraiment une histoire, c'est une histoire de relations familiales, mais qui se passe sous l'équateur et entre la France et l'Afrique. Une volonté d'interroger les relations qu'il y a entre des parents et des enfants quand les parents déconnent. Voilà. Quand les parents déconnent plein pot. Ce qui me paraît être le cas de Gabriel. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que de façon simultanée, les enfants le détestent et l'adorent. Et toute l'ambiguïté de ce personnage-là, à mon avis, se joue dans les relations qu'il noue avec ses enfants. Et c'est ça, en fait. C'était parce que ça faisait écho à mon histoire personnelle. C'est que j'ai compris le jour où mon père est mort à quel point je l'aimais. C'était pas du tout évident avant. Et c'était ça que j'avais envie de travailler. Et c'est en ça que le bouquin a une dimension autobiographique, quoi. Et au départ, j'avais pris cette histoire de façon assez linéaire par rapport à la mort de mon père, c'est-à-dire le cheminement qui avait été le mien, mais j'avais fait ça en 2010. Et c'était beaucoup trop proche de moi, et du coup c'était lourdingue et tout. J'ai laissé ça de côté pendant assez longtemps. Et quand je l'ai reprise, j'ai décidé d'en faire vraiment une fiction. Voilà. Et ça donne ça. Je suis plutôt un lecteur de romans qu'un lecteur de bande dessinée. C'est l'intérêt pour la bande dessinée, hormis celle qui était la mienne celui qui était le mien quand j'étais petit, est réapparu au milieu des années 2000, quand j'ai commencé à lire en gros ce que faisaient certains auteurs, mais en particulier un auteur comme JP. Et ça me paraissait faire la synthèse de deux passions que j'ai eues depuis toujours, qui étaient la littérature et le dessin. Mais je pense, avant d'avoir lu ces gens-là, mais après, je parle de JP, mais il y en a plein d'autres. Blutch en fait partie aussi. On parle énormément du dessin de Blutch, mais la qualité de l'écriture de Blutch est phénoménale. C'est d'une justesse folle. Et ces gens-là m'ont fait comprendre que c'était possible en bande dessinée. Et c'est un mouvement, c'est-à-dire la dialectique qu'il y a entre cette écriture en voix off et l'écriture purement de bande dessinée qui consiste à séquencer en images. C'est quelque chose que j'avais commencé dès les Nuits de Saturne, donc c'était deux bouquins avant celui-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu les Nuits de Saturne, Pereira Prétend et Malaterre, qui à mon avis font partie un peu du même projet d'écriture, qui est celui de densifier au maximum l'expérience du lecteur quand il lit le bouquin. Je ne sais pas si je suis clair, mais je trouve que la voix off a une capacité à immerger dans l'histoire particulière, c'est-à-dire avec une couleur particulière. Je ne dis pas que quand il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas, mais dans mon écriture et dans mon projet, il y a une volonté de mettre ça au centre et d'aller toujours jouer du décalage qu'il y a entre ce que je raconte et ce que je montre. Et de toujours faire avancer sur les deux jambes cette histoire-là. Et donc pour moi, cette écriture est aussi importante que le dessin, que le trait. C'est la même chose en fait. Dans les deux cas, ce sont des questions de style. Et c'est bien la seule chose qui m'intéresse, quoi. Parce qu'en fait, ça vient d'expériences assez complémentaires. Il y a d'une part l'expérience de l'Afrique où j'ai vécu, mais ça fait beaucoup référence à une partie de notre vie où nous étions partis avec notre père vivre en Afrique, mais en Afrique du Nord.
donc en Tunisie. Et il y a beaucoup de choses qui évoquent cette période-là qui est en Tunisie. Il y a aussi le fait que j'avais pas mal traîné en Amérique du Sud pendant une période où je m'étais retrouvé garde forestier en Amazonie. Et les sensations de végétation que j'avais gardées de cette époque-là, je voulais les retranscrire. Tout ça fait que c'est assez composite et il y a des influences qui viennent d'un peu partout et je ne voulais pas être tenu par l'exactitude naturaliste qu'aurait requis la mention d'un pays d'Afrique particulier. Donc je suis allé au Gabon pour me documenter parce que je connaissais ce pays et je savais que j'y trouverais la végétation que je voulais dessiner. Mais en revanche, je ne voulais pas être tenu à dessiner Libreville ou Port-Gentil ou Franceville ou Lambaréné ou je sais pas quoi. Parce que voilà, je voulais ramener des influences qui dépassaient très largement ce pays en particulier. J'assume complètement la filiation, mais après je ne pense pas que dans le trait, Blin il dessine au pinceau, donc le trait est très différent. Après il y a la même recherche de dynamisme. Mais je pense que si on met les deux BD à côté, ça ne se ressemble pas. Après il y a beaucoup de choses, il a une mise en scène qui est très théâtrale et qui est très... qui est assez frontale en fait, que j'aime beaucoup, parce qu'elle fait vraiment apparaître le mouvement. Et je m'en inspire de façon criminelle. Mais voilà, donc si un jour il tombe dessus, il saura que je le remercie. Et que je pense qu'en termes de mise en scène, ça fait partie des très très grands auteurs, c'est sûr. Non, je sais, mais c'est juste parce que disons que ça m'intéresse de mentionner les influences dans la mesure où on fait apparaître à la fois les similitudes et la singularité. Les deux comptent. Et je pense qu'on ne peut pas... parce que souvent on va dire « Ah ouais, ça fait un peu penser à un tel », mais il n'y a que la moitié du chemin qui est fait, quoi. Voilà. Et je trouve qu'il faut faire les deux, quoi. Il faut dire en quoi ça se ressemble et en quoi c'est différent. En fait, ça dépend des moments dans l'album. Il y a des moments qui sont plus... quand on arrive vers la fin, où le trait va être plus contrasté. Et donc à la toute fin, si tu regardes, tu vois, à partir du moment où ils reviennent à Paris, ça va être... Tu vois, c'est moins pastel. Mais ça, c'est lié, et en ça, c'est très différent de l'ambiance qu'il y avait dans Pereira Prétend. Parce que l'ambiance dans Pereira Prétend, elle n'est pas sourde du tout, elle est cristalline. Mais l'ambiance en Afrique, elle n'est pas du tout la même, quoi. L'air n'est pas le même, les couleurs elles sont très chaudes, mais elles sont assez peu contrastées entre elles. Alors qu'à Lisbonne, c'est ultra contrasté, on appelle ça la ville blanche, parce qu'il y a une lumière qui aveugle. C'est pas le cas de l'Afrique, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est assez, c'est plus pastel dans le ressenti et puis la lumière est plus diffractée, donc il y a moins ce jeu d'aplat très franc, quoi. Voilà. Qu'on l'aime bien, moi c'est ça, enfin parce qu'il y a rien qui fait bien, mais il le fait pas méchamment, mais rien n'est fait comme il faut. Et je pense que, enfin moi, c'est ça que je veux retenir parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je l'aime vraiment profondément malgré toutes les erreurs et tous les faux pas. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. Et j'ai pas de jugement, c'est que je voudrais pas mettre des adjectifs trop... Parce que dans une vidéo que j'avais faite avec Dargo, je dis de façon un peu lapidaire, c'est un connard sympathique. Alors du coup, comme c'est lapidaire, c'est repris très facilement, mais je trouve que c'est un peu réducteur par rapport en fait à ce que je veux en dire. Parce que je trouve qu'en disant ça, ça met un prisme qui est définitif sur l'album, et c'est pas une bonne chose. Je préfère que ce soit les gens qui aillent chercher leurs adjectifs. Mais j'ai un projet en décrivant ce personnage, et mon projet, c'est de faire aimer ce type-là. Oui, bah, c'est en cours. Mais j'en dis pas trop. C'est c'est en phase d'écriture, alors c'est le moment où moi je me tais, là. C'est le départ, je tâtonne, je me documente beaucoup. Je peux vous dire que a priori, ça se passe aux États-Unis dans les années 50. On part d'une anecdote réelle et je raconte
On part d'une anecdote réelle qui se joue entre les années 50 et la fin des années 90, et je raconte l'entre-deux dont on ne sait à peu près rien. Et voilà. Mais disons que c'est le but est d'interroger notre fascination un peu perverse pour les grands hommes, quoi. Voilà. C'est un peu ça le moteur de cette histoire. D'un illustrateur qui a fait, mais non, on peut dire un auteur de BD, il a fait beaucoup de BD, qui s'appelait Richard Thompson, qui est mort il y a peu de temps, qui a fait Cul-de-sac, je ne sais pas si tu vois, qui combine, je pense, à peu près tout ce que je voudrais faire moi en tant qu'auteur, c'est-à-dire un trait qui n'a pas l'air séduisant, mais qui, dès qu'on le lit, est confondant de justesse. Qui a l'air d'être tellement simple, fait par un enfant de 4 ans, n'importe qui ne connaît rien à la bande dessinée, dit ouais mais ça moi aussi je le fais. Alors que c'est sublime et qu'il est dans une exactitude par rapport au ressenti des personnages que je trouve fou et en plus il a un humour, mais c'est un délice quoi. Donc j'aimerais pénétrer dans l'esprit de cet homme-là pour comprendre mais où est-ce qu'il trouve ses idées. Il a fait beaucoup de bandes dessinées où on lui demande mais où trouvez-vous vos idées, et ça s'appelle Richard pour Almanach, et il fait à chaque fois une petite planche pour dire d'où vient l'idée, et c'est hyper drôle, et il a des idées pour raconter comment il a des idées. Et c'est vertigineux, et c'est un type qui a dû arrêter de dessiner parce qu'il avait la maladie de Parkinson, et c'est tragique, et c'est un des plus grands auteurs de bande dessinée que j'ai jamais lu, quoi. Donc j'aimerais, si j'avais la possibilité de rentrer dans sa tête, j'adorerais. Moi j'idolâtre complètement, je suis une groupie de 14 ans devant cet homme-là, quoi.